Et tout de suite, Philippe, c'est l'info média du jour. L'info média du jour, c'est le retour sur une édifiante enquête du Parisien consacrée à Snapchat. Pas dans la page média, mais dans les pages police-justice. Enquête dans laquelle on découvre que le réseau social préféré des ados, c'est pas rien, c'est 15 millions d'utilisateurs par jour en France. Ados qui partagent photos et vidéos de façon éphémère. Vous verrez que ce mot est important. Snapchat, donc, est également l'appli privilégiée par les délinquants pour faire prospérer différents business. Cannabis, prostitution, numéro de carte bancaire, code pour vélo en libre service, faux documents, j'en oublie, et même des armes. Bref, un vaste supermarché de l'illégalité. Alors comment est-ce possible? Qui sont ces délinquants que l'on peut croiser sur Snapchat? Comment se mettent en place leurs combines et leurs business? Que fait la police? Quelle parade pour les enquêteurs et pour les parents qui nous écoutent, même pour ceux qui ne nous écoutent pas? Est-ce que Snapchat Inc., la société à la tête de Snapchat, de l'appli, fait vraiment tout pour verrouiller l'accès à la délinquance? Pour répondre à ces questions, je reçois 2 des 3 auteurs de l'enquête dans ce studio. Damien Licata, bonjour. Bonjour. Damien, vous êtes journaliste au Parisien, spécialisé tech. La tech, c'est la technologie. Tout à fait. Quand on est dans la technologie, on dit on est dans la tech. Et au téléphone, Fabien Loisy, bonjour. Florian, pardon. Oui, Fabien Florian, pardonnez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste également au Parisien. Vous êtes plus enquêteur sur le terrain, c'est ça ? Exactement. Pour être complet, on va citer également le travail de votre consoeur, Mayram, j'espère que je prononce bien son nom. Mayram, oui. Mayram Guis, qui a également co-signé ce travail. Alors tout d'abord, Damien Licata, expliquez à qui ne connaît pas, c'est quoi le réseau Snapchat? C'est quoi le principe technologique de base? Alors Snapchat, vous prenez le smartphone d'un ado, il va certainement l'avoir, c'est l'application la plus tendance, la plus téléchargée en ce moment. C'est une application qui permet d'échanger des photos et des vidéos de manière extrêmement éphémère. C'est-à-dire que je vais envoyer un contenu qui va durer d'1 seconde à 10 secondes. Ça, c'est la règle du jeu. Ce qui permet ensuite d'envoyer un contenu extrêmement précis. Moi, je vais vouloir partager quelque chose, mais j'ai pas envie que mon correspondant la garde. Donc voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement privilégié par les trafiquants parce que ce côté éphémère, je peux disparaître aussi vite que je suis apparu. Alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais je suis pas connaisseur comme vous, mais que depuis peu, je crois que Snapchat a mis une petite modification qui fait qu'on peut l'envoyer d'une durée plus longue que 1 à 10 secondes, c'est ça? On peut en effet, depuis très récemment, personnaliser dans ces réglages la durée du snap. On appelle ça un snap. Donc les snappers peuvent choisir exactement la durée du contenu. Alors pour situer, il y a 350 millions de snaps qui sont échangés chaque jour dans le monde. Combien d'abonnés en France? Vous dites 15 millions? Alors le problème avec les entreprises américaines, c'est qu'elles donnent très très rarement les chiffres, surtout de manière nationale. On peut dire au global, il y a à peu près 200-250 millions de snappers. Ouais. Et en France, on est entre 15 et 20 millions. Alors, ce qui nous intéresse, c'est votre sujet. Quel rapport avec la délinquance? Les trafiquants c'est moralement peut-être difficile à accepter, mais ce sont des entrepreneurs. Donc ils vont utiliser les outils qu'ils ont à disposition, en l'occurrence des outils marketing. Ils vont utiliser Snapchat pour faire des ventes flash, c'est-à-dire qu'ils vont présenter leurs produits en quelques vidéos, en quelques photos, et ensuite ils vont essayer d'attirer l'acheteur potentiel sur une messagerie chiffrée, où là le trafic va pouvoir avoir lieu plus facilement. C'est quoi la messagerie chiffrée? Alors, c'est genre WhatsApp, Telegram? C'est à la fois WhatsApp, Telegram, tout ce qui est chiffré. On parle d'une application sécurisée parce que ce qui veut dire que le destinataire et l'expéditeur vont communiquer uniquement entre eux. Il n'y a aucun moyen d'intercepter la conversation. La conversation est chiffrée. Contrairement aux SMS qui peuvent être interceptés par la police. Tout à fait. La police a les moyens depuis une bonne quinzaine d'années d'intercepter les SMS. Ce n'est pas encore le cas des applications sécurisées. D'accord. Mais alors juste pour que je comprenne, c'est-à-dire que le type fait une vente flash, je sais pas moi, de cannabis, et donc arrive sur le smartphone de l'ado. Attention, je vends ça pendant 15 secondes. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? Alors, il y a plusieurs options. Déjà, il faut que l'ado ait la volonté d'acheter parce que ça ne va pas tomber devant ses yeux de manière aléatoire. Donc, il va faire une recherche à travers les mots-clés. Il y a un petit moteur de recherche sur Snapchat comme sur la plupart des applications. Et ensuite, il y a les stories. Les stories, c'est du contenu qui est public où les gens peuvent s'exprimer. Ils mettent finalement ce qu'ils veulent. Et ensuite, l'adolescent va donc faire une recherche, va chercher par exemple cannabis, carte de VTC. C'est peut-être pas forcément les adolescents. Et ensuite, il va tomber sur ce contenu-là et le trafiquant n'a plus qu'à le rediriger vers cette application de messagerie pour ensuite établir un rendez-vous et peut-être discuter prix ou contenu. Alors, Florian Loisy, qu'est-ce que vous avez découvert au cours de votre enquête sur le terrain? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé pour commencer?
Alors déjà, avant tout, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que finalement, par l'algorithme de Snapchat, on se retrouve, quand on a cherché une fois du cannabis, à avoir tout un tas d'autres propositions de vendeurs de cannabis qui sont sur ce réseau. Après, au-delà de ça, justement, ce qui est assez dingue et ce que nous ont dit tous les spécialistes de télécommunications, c'est que la délinquance sévit donc sur ce réseau Snapchat comme sur aucune autre application auparavant, que ce soit Facebook, que ce soit n'importe quoi d'autre, parce que justement il y a ce côté éphémère. On a donc pu contacter également l'entreprise Snapchat. On va en parler après. D'abord, je veux savoir comment ça se passe sur le terrain. Et dans la deuxième partie, on va raconter quels sont les moyens de lutte, si ils sont suffisants ou non, que peuvent faire les parents. Mais d'abord, concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? Est-ce que vous-même, vous avez vu des vendeurs ou des acheteurs? Où se trouvent les points de vente? Comment ça se passe ensuite? Une fois que les deux sont en relation, ils vont se retrouver à quel endroit? Généralement, il y a même des livraisons qui sont effectuées. On est dans le Uber cannabis, on est dans le Uber faux billets, dans le Uber fausse Attendez, carte. c'est-à-dire le gars donne son adresse, son code, l'étage, et il y a un vendeur qui lui amène ses 5 grammes, 10 grammes, 20 grammes? Tout à fait. Waouh. Je découvre des choses en même temps. Vous parlez dans le papier, vous citez le cas du rappeur Mysterio. Racontez qui il est et ce qu'il a fait. Alors tout à fait. Alors c'est un rappeur qui est assez proche en fait d'un des plus gros points de deal du sud de l'Île-de-France, à Villejuif. Un point de deal qui était vraiment dans le viseur des autorités parce que il y avait eu des mâts de surveillance qui avaient été cassés sur la voie publique, etc. Et finalement, ce gros point de deal s'est réfugié sur Snapchat pour être un peu moins localisable sur la voie publique et vendre tout autant, voire plus, notamment via la livraison, bien au-delà de leur secteur géographique habituel. Le rappeur Mysterio, lui, a découvert le packaging qui a été fait dans ce point de deal où finalement on vend dans une boîte de conserve ce qu'on cherche à acheter. Et il en a fait la promotion via des vidéos. Il a été condamné d'ailleurs cette semaine à 1 an de prison ferme pour avoir fait justement la promotion de ce point de deal et de ces produits stupéfiants. Alors on va parler d'autres combines pour les locations de vélo, pour les permis de conduire, enfin location entre guillemets, pour les permis de conduire, pour tout autre certificat, peut-être même des armes, et surtout quels sont les moyens, comment lutte la police, est-ce que c'est armes égales ou non, juste après ça. On continue dans un instant à parler de Snapchat et de l'enquête du Parisien qui vient de sortir cette semaine. L'appli préférée des ados est devenue le terrain de jeu des délinquants. Alors restez avec nous pour la suite de l'infomédia du jour sur Europe 1. Retour sur la nouvelle enquête du Parisien sur l'application Snapchat qui ne sert plus qu'à envoyer des photos éphémères entre amis. Elle est aussi plébiscitée pour vendre du cannabis, de faux billets, voire même des armes. Vos invités Philippe Vandel, Damien Licata et Florian Loisy sont journalistes au Parisien et viennent nous en parler ce matin dans l'infomédia du jour. Florian Loisy, Justine dresse un tableau apocalyptique de ce qu'on peut trouver sur Snapchat. Il y a parfois des choses un petit peu plus douces. On peut trouver des combines plus anonymes que vous racontez, des codes de location de Vélib pour 3 €. Racontez comment ça marche, c'est quoi la combine ? Alors, certaines personnes en fait ont volé des cartes bancaires et donnent finalement des codes de cartes bancaires volés à des ados qui achètent donc pour 3 € ces codes de cartes bancaires et qui leur permettent en fait finalement de privatiser des Vélib. Ils les mettent en pause, ils les garent avec un antivol devant leur lycée et ils récupèrent tous les Vélib qu'ils veulent pour aussi longtemps qu'ils le souhaitent pour 3 €. J'ai compris, mais c'est qu'un antivol, un vrai antivol à l'ancienne, quoi, Tout si à fait, j'ose dire. pardon, oui. Le petit U classique. Ça y est, je viens de comprendre. Vous écrivez également en Île-de-France, plusieurs milliers de chauffeurs VTC circulent avec une carte professionnelle réalisée par des faussaires qui vendent ces documents sur Snapchat. Ça coûte combien ? C'est 1 500 € ou 2 500 €. Ça dépend un petit peu du vendeur, ça dépend de la loi de l'offre et de la demande. En ce moment, c'est plutôt 1 500 €, donc prix bas parce que y a beaucoup de faussaires qui se font concurrence sur le réseau. C'est-à-dire qu'il y a même la concurrence entre les faussaires. Tout à fait. D'accord. Pour votre enquête, est-ce que vous avez essayé justement d'acheter un faux permis de conduire ou un faux certificat ? Alors j'ai une de mes collègues qui, lors d'un précédent article spécifiquement sur ce sujet, où on avait remarqué qu'il y avait environ 1500 à 2000 chauffeurs VTC qui avaient, rien qu'en Île-de-France, cette fausse carte, qui s'en était procuré une, tout à fait. Alors je vais poser la question que tout le monde se pose, je me tourne vers vous, Damien Licata. Que fait la police ? Comment lutter technologiquement ?
Alors, la police fait avec les moyens actuels qu'elle a, ce qui est extrêmement compliqué. Là, on parle quand même d'un énorme volume de données. On parle de centaines de millions de snaps par jour qui couvrent non seulement la France, mais au niveau mondial. Donc la police... Ils ne sont pas tous sur ce sujet. Non, mais je ne sais pas exactement la proportion, mais le problème, c'est que la police doit traiter ça. C'est un volume extraordinaire. Ils n'ont pas les moyens encore actuellement pour le faire. Est-ce que les policiers se font passer pour des utilisateurs, comme ça se fait par exemple pour lutter contre les sites de photos pédophiles ? Bien sûr, les policiers essayent d'infiltrer au moins ces réseaux-là. D'ailleurs, les dealers sont parfaitement au courant, les trafiquants sont au courant, ils ont même trouvé un moyen de les signaler. Ah bon, il y a un petit emoji, voilà, qui est un serpent. Ouais. C'est pour les policiers, voilà, pour simplement dire aux potentiels acheteurs de fuir ces comptes-là qui sont en fait des espions. Et alors, ils ferment un compte, ils en ouvrent un autre à côté. Ils en ouvrent un autre, il suffit d'un numéro de téléphone, on peut acheter une carte prépayée, on crée un nouveau compte et puis c'est reparti. Mais quelle est la politique de Snapchat ? Comment ça se passe ? Pourquoi est-ce que je vous posais la question que tout le monde se pose ? Moi, je me souviens, il y a 20 ans, il y avait des spams quand on recevait des mails, il y avait tout le temps des spams, on mettait les mots-clés qu'on ne voulait pas voir. Pourquoi est-ce qu'on Snapchat ne met pas des mots-clés, par exemple weed, bœuf, cannabis et tout le vocabulaire afférent à la drogue ? Parce que Snapchat, déjà... a les moyens de le faire, ils ont l'expérience finalement de le faire. Ils ont d'abord commencé par traiter tout ce qui était le contenu pornographique. Ensuite, après, ils ont dû traiter et analyser... je vous arrête, il n'y a plus de porno, il n'y a pas de porno sur Snapchat ? Il y a moins de porno parce qu'ils font tourner des algorithmes qui vont détecter le contenu illégal pornographique. Ensuite, ils ont dû traiter le contenu lié au terrorisme. Donc, ils ont cette expérience-là. Mais ce qui est plus compliqué pour les trafics, c'est que... le volume est plus important, comme je disais, mais surtout, le problème, c'est que l'intelligence artificielle de Snapchat, qui détecte tout le contenu illégal, doit analyser des images, ce qui est le plus compliqué à analyser pour l'intelligence artificielle, pour un algorithme. C'est pas comme un simple mot. Un simple mot, c'est facile, le mot est illégal, c'est dans le dictionnaire, je sais que ça correspond à quelque chose d'illicite, mais une image, ça prend beaucoup plus de points, beaucoup plus d'intelligence et de puissance d'ordinateur pour ensuite faire le ménage. Mais alors, si on voit Bob Marley en train de fumer un gros pétard, on se doute que c'est ça, mais sinon, c'est quoi les images codes qui sont mises ? C'est les boîtes de conserve, comme racontait votre journaliste ? Ça peut être une boîte de conserve. Ensuite, ils vont aussi fonctionner avec des emojis, une fois de plus. Ouais. À la place d'avoir une feuille de cannabis qui est un petit peu trop évidente, on va mettre une feuille d'érable. Ouais. On va mettre un flocon de neige pour de la cocaïne. Voilà, en fait, ils ont énormément d'imagination. On ne dirait pas comme ça, mais ils ont des arguments marketing. Vous venez de griller leur plan, donc maintenant, ça y est, la police le sait. Si vous le savez, c'est que la police le sait. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Tout le monde le sait. Les adolescents cherchent ça. Ils savent très bien à quoi ça correspond. Ça correspond à leur code de communication. Les dealers, finalement, doivent avoir à peu près le même âge ou un petit peu plus vieux, et puis s'adresse à une communauté qui connaît exactement tous les codes. Dans votre enquête du Parisien, l'un des responsables de l'entreprise Snap Inc. qui possède Snapchat est formel, il dit tolérance zéro pour les abus relevés. Comment ça se passe concrètement quand un compte est suspecté d'être frauduleux ? Le compte va d'abord être analysé en amont par les ordinateurs et par les algorithmes. Ensuite, ils vont vérifier plus d'une fois, ils vont peut-être faire intervenir un humain qui, lui, va regarder dans le détail, et ensuite le compte va être effectivement radié. Alors, je cite un cadre de Snapchat, toujours dans votre enquête, il dit « Il suffit d'un clic pour signaler un compte problématique, et dans la grande majorité des cas, notre équipe répond dans les 24 heures suivant la demande. » Ça, c'est pour Snapchat. Sauf que les policiers sur le terrain, on donne un autre son de cloche. Ils disent « On peut faire une demande officielle auprès de Snapchat par commission rogatoire internationale avec l'accord d'un magistrat, et ça prend plus de 2 mois. » J'ai pas compris, ça prend 2 mois ou ça prend 24 heures ? Ça va prendre... Snapchat compte sur sa communauté pour faire remonter l'information. Ils vont compter donc sur les snappers. On leur signale. C'est comme sur la plateforme Pharos, par exemple, en France. On va signaler le contenu. Snapchat va pouvoir techniquement l'éliminer. Mais pour qu'on ait une enquête, quelque chose de fond, la police, effectivement, va devoir passer par un juge, passer par un mandat, pour qu'il y ait, comme n'importe quelle procédure judiciaire, une enquête de fond. D'accord. Donc on signale en 24 heures et on ferme en 2 mois. On ferme plus rapide techniquement, on a fermé, mais après la personne qui était derrière le compte, pour pouvoir la poursuivre, ça y est, j'ai compris. Ça prend 2 mois pour trouver la personne qui était derrière le compte. Oui. Mais le compte lui-même est fermé. Ça y est, je viens de comprendre. Comment ça se passe sur le terrain, Florian Loisy ? Que vous disent les policiers ? Est-ce qu'ils... Alors, il faut bien dissocier en fait une démarche criminelle d'une démarche délictuelle. Ouais. Quand on est dans la vente de cannabis, pour Snapchat, on est dans un délit mineur. Pour la France, c'est également un délit mineur par rapport à un crime de sang, par exemple, quelqu'un qui vient d'être tué.
Le gouvernement français ou donc les forces de l'ordre, à chaque fois qu'ils effectuent une demande par commission rogatoire internationale auprès de Snapchat pour récupérer des informations auprès d'un compte qui a été éventuellement fermé ou pas, finalement, ils se retrouvent à faire une demande urgente quand c'est quelque chose type terrorisme, grande criminalité, ou une demande classique, demande d'information. Les demandes d'information, Snapchat n'y répond jamais. C'est-à-dire que depuis 2015, il y a eu plus de 400 demandes qui ont été effectuées par le gouvernement français ou par un magistrat ou par des forces de l'ordre. Ouais. Aucune n'a jamais abouti. En revanche, pour ce qui est des demandes urgentes, donc concernant le terrorisme, concernant des crimes, il y a environ un peu plus d'une demande sur deux qui a une réponse favorable de la part de Snapchat. Donc on dissocie vraiment deux choses, ce qui permet de comprendre que un dealer, son compte certes est fermé en 24 heures quand il est signalé. En revanche, il n'y aura jamais de poursuite pénale, il n'y aura jamais de divulgation de ses coordonnées, de qui il est, à la police française. Ce qui est quand même assez incroyable. Dernière question, il nous reste 1 minute, question à tous les deux, je ne sais pas qui veut répondre en premier. Tous les parents qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur dites, qu'est-ce que vous dites aux parents qui s'inquiètent pour leurs jeunes ados ? Alors si je peux me permettre, le vrai problème, c'est que les parents, quand ils regardent quelque chose le soir, malheureusement, ils ne peuvent plus rien voir, puisque au bout de 10 secondes ou quelques secondes, tout a disparu. Je pense que la prévention est la meilleure des choses, mais Damien Licata, qui s'y connaît très bien, vous répondra également. Damien ? Oui, finalement, Snapchat, ce n'est qu'un moyen. L'adolescent, s'il veut vraiment acheter de la drogue, il va en trouver, malheureusement. Donc la prévention, évidemment, c'est la clé dans ce combat-là. Merci beaucoup, Damien Licata. Merci à Florian Loisy. Je rappelle que vous êtes tous les deux journalistes au Parisien et vous avez publié, c'était lundi, une édifiante enquête, une double page consacrée au trafic en tout genre sur Snapchat, le réseau social préféré des ados. Culture